Bonjour tout le monde, très heureux d'être avec vous aujourd'hui en présentiel. Merci Martia pour l'opportunité de participer à l'ouvrage collectif. Je vais parler de déterminants de l'embauche des diplômés universitaires qui sont originaires du Maghreb. C'est une étude que j'ai faite avec Claude Montmarquet au Cyrano. Malheureusement, Claude Montmarquet nous a quittés l'année dernière. Il nous manque déjà beaucoup. Alors, le contexte de l'étude, ça vient du fait que, comme vous le savez, l'immigration au Québec, c'est un sujet d'actualité, puis toujours, mais ça le reste toujours. Et un des problèmes, c'est l'accès à l'emploi des immigrants. Donc, on en parle tout le temps, on essaie toujours de trouver des solutions. Puis c'est un problème qui est encore plus important au Québec par rapport aux autres provinces canadiennes. Vous avez dans le graphique le rapport des taux de chômage des immigrants par rapport aux Canadiens de naissance dans 3 provinces canadiennes et dans l'ensemble du Canada. Ce qu'on constate, c'est que ce rapport est systématiquement beaucoup plus élevé au Québec qu'en Ontario, par exemple, ou en Colombie-Britannique. Donc, si en Ontario, en Colombie-Britannique, on a à peu près la parité, donc le taux de chômage des immigrants est à peu près le même que celui des Canadiens de naissance, malgré le fait que les immigrants sont en moyenne plus scolarisés, plus qualifiés que les Canadiens de naissance, mais ils arrivent quand même à atteindre un taux de chômage équivalent, plus ou moins à celui des Canadiens de naissance, ce qui n'est pas le cas au Québec, où les immigrants ont toujours entre 50 et 60 de taux de chômage plus élevé que les Canadiens de naissance. Et ce qu'on voit avec les données les plus récentes de 2021, que ça reprend encore. Donc même si on est en situation de pénurie de main-d'œuvre, on fait appel à plus d'immigrants. On constate quand même que relativement, les immigrants ont encore beaucoup plus de difficultés au Québec à accéder de l'emploi. Et ça, c'est seulement l'accès, donc on ne parle pas de la qualité de l'emploi qui va s'ajouter aussi, donc ça va compliquer encore davantage la situation des immigrants sur le marché du travail. Alors on essaie un peu de comprendre, il y a beaucoup d'études qui ont été faites avec différentes approches pour comprendre pourquoi les immigrants en général ont plus de difficultés à accéder à l'emploi et à un emploi de qualité. Et donc on va essayer d'apporter une contribution. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les immigrants, c'est un groupe très hétérogène. Il y a des immigrants qui sont arrivés très jeunes, d'autres qui sont arrivés moins jeunes, des immigrants qui parlent bien français ou l'anglais, d'autres non, l'origine ethnique, etc. Il y a des Européens, il y a des Asiatiques, Latino-Américains, Africains, etc. Donc il y a des différences importantes, ce qui fait qu'il y a des immigrants qui font très bien sur le marché du travail, même mieux que les Canadiens de naissance, puis il y a des immigrants qui ont beaucoup de difficultés. Et par conséquent, les études devraient plutôt se concentrer sur le groupe qui sont les plus défavorisés. Alors, vous avez un graphique sur le taux de chômage des immigrants sur le groupe de minorités ethniques et on voit clairement qu'il y a deux groupes. C'est les Asiatiques occidentaux, les Arabes, qui ont le plus de difficultés. Et c'est des groupes aussi qui sont à la base, sont de religion musulmane. Donc, en d'autres termes, c'est la religion, en quelque sorte, qui pourrait expliquer aussi, pas expliquer, mais qui semble avoir un lien avec des problèmes d'intégration sur le marché du travail. Et puis il y a les Noirs. Et par la suite, on a les Chinois, par exemple, les Japonais, même si sur le plan quantitatif, ils sont moins nombreux au Québec que dans les autres provinces, mais ils arrivent quand même à s'intégrer mieux. Donc il y a un problème qui est beaucoup plus spécifique à certains sous-groupes d'immigrants qu'à l'ensemble de tous les groupes. Alors, les Arabes, comme j'ai dit, sont les plus touchés par le problème du chômage, et c'est encore plus chez les femmes. Donc on a une étude qu'on a faite en 2014 qui montre un problème très sérieux chez les femmes arabes qui ont un diplôme universitaire. Donc c'est pas seulement ils ne sont pas en emploi parce qu'ils ne sont pas scolarisés, mais au contraire, ils sont très scolarisés et puis ils participent. Donc il y a un découragement, et donc ça prive la société québécoise et canadienne de façon générale d'une main-d'œuvre assez importante. Et là, on parle de pénurie de main-d'œuvre, on essaie d'aller chercher des travailleurs à l'étranger, alors qu'il y a déjà beaucoup de travailleurs sur place. Ils ne sont même pas sur le marché. Alors, pourquoi c'est surtout les Arabes ou les Noirs, donc, et pas les autres groupes d'immigrants, surtout les immigrants qui ne sont pas membres des minorités visibles? Et là, ce qui vient à la tête, c'est est-ce qu'il y a un problème de discrimination? Donc, est-ce qu'il y a une discrimination de la part des employeurs envers certains groupes de travailleurs? Ce qu'on sait au Québec, c'est que la grande majorité des Arabes vient du Maghreb. Et on sait aussi que
presque la totalité des Maghrébins sont installés au Québec. Donc 90% des immigrants ou des immigrants nés au Maghreb sont installés au Québec. Donc, le premier facteur qui explique ça, c'est la langue française. C'est des gens qui parlent français, la proximité avec l'Afrique, etc. Ça explique beaucoup le choix des Maghrébins de s'installer au Québec. Puis on avait une étude aussi qu'on a faite qui démontre que les Maghrébins à l'extérieur du Québec s'intègrent beaucoup mieux dans les provinces autres que le Québec qu'au Québec. Et ça, c'est surtout un effet de sélection. Un Maghrébin qui va quitter le Québec, c'est seulement lorsqu'il trouve un emploi ailleurs et un emploi de qualité. Et par conséquent, c'est plus une sélection qu'une intégration meilleure dans les autres provinces. Alors, étant donné le pourcentage important que représentent les Maghrébins au Québec, ou dans l'immigration au Québec, ça devient donc un enjeu de grande importance pour les politiques publiques. Alors maintenant, pour voir est-ce qu'il y a de la discrimination ou non, il y a différentes approches qui sont utilisées. La première approche qu'on faisait souvent, surtout au début, là, c'est ce qu'on appelle l'approche statistique résiduelle, dans le sens où, par exemple, on estime une régression, puis s'il y a comme variable explicative le fait d'être migrant ou maghrébin, etc. Puis on contrôle pour les facteurs. C'est un peu comme on fait l'écart salarial entre les hommes et les femmes. Est-ce que c'est dû à la scolarité, est-ce que c'est dû à l'expérience, etc. Et là, on contrôle pour tous ces facteurs-là. Puis s'il y a un écart qui reste, c'est ce qu'on appelle un écart résiduel, inexpliqué, puis qu'on essaie souvent d'attribuer à la discrimination ou à d'autres facteurs non observables. L'autre façon aussi, c'est de faire des enquêtes directes auprès des personnes qui sont susceptibles de subir ou de pratiquer la discrimination. On a juste demandé aux gens, est-ce que pensez-vous qu'il y a de la discrimination? Avez-vous appliqué pour des emplois? Avez-vous eu des emplois? Pourquoi? Etc. Donc on peut faire des enquêtes, mais ça reste quand même des résultats qui sont limités dans le sens où la discrimination, c'est... Moi, par exemple, si j'applique pour un poste, c'est déjà arrivé quand je cherchais un poste de professeur, je n'étais pas accepté dans beaucoup d'emplois, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas dire est-ce que c'est de la discrimination ou non. C'est très difficile d'associer le résultat avec un comportement discriminatoire. Je constate que beaucoup de personnes qui ont été recrutées à ma place sont des Québécois blancs ou des Canadiens blancs, etc. Mais est-ce que c'est ça qui me permet de déduire que c'est de la discrimination? C'est plutôt des gens qui sont plus compétents que moi. La troisième approche qui a été utilisée surtout récemment, c'est ce qu'on appelle le testing. Vous avez déjà entendu parler d'expériences qui ont été faites, qui consistent à envoyer des CV, des couples de CV qui sont similaires, qui sont exactement les mêmes, sauf au niveau du nom qui change. Et puis on essaie de voir le résultat. Et, deux études de référence dans ce domaine, c'est une étude faite par Oriopolos, à Montréal, Vancouver et Toronto. Donc, il a envoyé des milliers de CV, puis il a constaté que les réponses à une entrevue d'embauche étaient beaucoup plus élevées pour les Canadiens de naissance blancs que par rapport à des Asiatiques, par exemple, même s'ils sont nés au Canada. Puis il a fait des enquêtes de suivi auprès des employeurs concernés pour comprendre pourquoi cette situation. Et le facteur principal, l'élément principal avancé par les employeurs, c'était l'association qu'ils font entre l'origine de la personne et la connaissance de l'anglais ou du français. Donc ça semblait être la première ou l'élément principal qui explique pourquoi on élimine certaines personnes, on les exclut rapidement. C'est qu'en regardant le nom, on devine l'origine de la personne, et en devinant l'origine de la personne, on a des préjugés, si vous voulez, ou une appréhension du niveau de connaissance des langues. La quatrième approche, et c'est ce qu'on a développé dans le cadre de cette étude-là, c'est l'approche expérimentale. Donc en fait, on va essayer de comprendre comment les gens traitent les candidatures des immigrants, des candidatures de façon générale. Donc je vais vous expliquer. Alors le déroulement d'expérience, comment comment on a monté l'expérience? La première, c'est de choisir des postes à combler. Et donc on choisit des postes à combler. Donc on est allé sur le site internet, JobBomb, etc. Et on a identifié quelques postes. Les résultats que je présente ici sont partiels dans le sens où on a une étude plus globale qui couvre 4 postes ici. Les résultats concernent seulement 2 postes qui exigent un baccalauréat.
Puis on a fait aussi la même chose pour 2 postes qui exigent un diplôme d'études secondaires. Parce qu'on voulait voir c'est le comportement des employeurs ou des recruteurs, parce qu'ici c'est les recruteurs qui sont étudiés. Est-ce que leur comportement change selon est-ce que le poste exige un baccalauréat versus un poste qui exige un diplôme d'études secondaires. Alors ici, on a identifié 2 postes. Le premier, c'est conseiller en GRH. Le deuxième, c'est chargé de projet informatique. Et pour les études secondaires, on avait le poste de représentant au service à la clientèle et saisie de données. Alors, donc on a identifié des postes, on a vu ce que les employeurs exigent en termes de compétences, etc., en termes de connaissances linguistiques. Et donc on a récupéré ces informations-là. Par la suite, on a fait exactement comme le font les chercheurs qui ont utilisé la méthode de testing, c'est de créer ce qu'on appelle les CV fictifs. Donc on crée des candidatures fictives pour chaque poste. Et là, on a créé 30 candidatures fictives pour chaque poste. Ça fait un total de 60 candidatures. Et on a réparti les candidatures de chaque poste en 6 listes, chaque liste comprenant 5 candidatures. Et on a fait en sorte que la moitié des candidats ont un nom à consonance franco-québécoise, Tremblay, etc. Et la moitié avec des noms que tout le monde peut deviner facilement, que c'est des noms arabes, et encore plus, c'est des noms maghrébins. Donc Mohamed, Ben Ali, par exemple, etc. Donc les gens savent à 100% que ce n'est pas québécois. Donc c'était ça l'objectif, c'est de voir un peu si les gens raisonnent aussi en fonction des informations qui sont contenues dans le CV. Et aussi, on a fait en sorte que la moitié des candidats sont des femmes. Donc, moitié maghrébin versus moitié franco-québécois, moitié femme versus moitié homme. Et puis, on a fait des variations au niveau des maghrébins. Il y en a qui sont nés au Québec, il y en a qui ont un diplôme québécois, puis il y en a qui ont un diplôme canadien, maghrébin, puis il y en a qui sont des résidents permanents, puis il y en a qui sont des résidents temporaires. Donc, on essaie un peu de voir. Je crois que la littérature a déjà démontré qu'il y a des facteurs, des lieux d'obtention de diplômes, d'expérience, de naissance, etc., qui jouent sur l'intégration. Alors, j'ai dit tout à l'heure, on a 30 candidats par poste, répartis en 6 listes, et on en fait en sorte que le nombre de maghrébins versus franco-québécois change de liste à l'autre. Donc, dans une liste, il y avait un seul maghrébin versus 4 québécois. Quand je dis québécois, sachez que c'est franco-québécois de souche. Et puis, dans 2 listes, il y avait 2 maghrébins versus 3 concurrents, et ainsi de suite. Donc, on a essayé un peu de varier aussi, de voir si le nombre de concurrents joue sur le comportement des recruteurs. Alors, comment ça se passe? C'est une expérience qu'on a fait au laboratoire du Serrano, et c'est des jeunes qu'on a recrutés. Il y en a beaucoup que je vais vous montrer tout à l'heure leurs caractéristiques. Alors, comment ça se passe? Les participants s'assoient devant un ordinateur, donc on leur explique le déroulement et pourquoi, etc. Donc, en fait, on ne leur dit pas qu'on cherche à mesurer la discrimination, parce qu'il ne faut pas que ça affecte leur comportement. Donc, on leur a dit c'est un système qui a été développé par une entreprise et on veut que vous nous aidiez à le tester, est-ce qu'il marche ou il ne marche pas. Et donc, il ne faut pas qu'ils sachent c'est quoi l'objectif de là, parce qu'ils vont changer de comportement. Donc, l'objectif, c'est de les amener à refléter et à ressortir leur comportement tel qu'il aura été s'ils étaient des recruteurs. Alors, ils se présentent devant un ordinateur. L'ordinateur tire de façon aléatoire un poste parmi les 2. En fait, eux, ils avaient participé à une expérience où il y a 4 postes. Donc, il y a un poste qui est tiré. Ils regardent, lisent les exigences du poste. Donc, il veut prendre un peu de temps pour lire les exigences du poste. Et par la suite, ils reçoivent les CV de 5 candidats dans un tableau. Donc, ça permet de comparer facilement dans un tableau. Et on leur demande de sélectionner 2 candidats parmi les 5 pour l'entretien d'embauche. Après avoir sélectionné les 2 candidats, l'ordinateur, donc on a un programme, j'entre pas dans les détails,
Donc l'ordinateur, le programme leur donne le score de performance des deux candidats à l'entretien d'embauche. Donc eux sélectionnent deux, les deux candidats passent l'entretien d'embauche et le recruteur obtient le score de performance. Donc c'est un score entre 12 et 18. Et puis le participant choisit le candidat à embaucher. Donc à partir de 5, on choisit 2 pour l'entretien d'embauche. Puis à partir du score de performance et le CV encore, on choisit le candidat embauché. Donc 20% des candidats sont embauchés. Puis on répète les étapes 2 à 5 pour la liste suivante. Donc comme ça, on lui permet d'examiner les 6 listes avec différents nombres de maghrébins dans chaque liste qui va de 1 jusqu'à 4. Bon, il y a ce qui est important ici de noter, c'est que pour voir vraiment s'il y a de la discrimination envers les maghrébins, on a fait en sorte que les maghrébins étaient en moyen plus performants dans l'entretien d'embauche que les autres. Donc on voulait savoir, est-ce que le recruteur pourrait se priver d'un candidat qui s'avère plus performant à l'entretien d'embauche, ce qui pourrait être dans ce cas-là considéré comme de la pure discrimination. Bien sûr, étant donné que les Franco-Québécois sont des Franco-Québécois, ils sont naturellement un peu plus performants sur le plan linguistique lorsqu'il s'agit de connaissance du français. Il partit un peu, ce qui peut être un peu, pas toujours vrai, mais disons que certains postes, surtout quand on a service à la clientèle, des fois je peux être bon en français en écrivant, en comprenant, etc. Mais peut-être pour communiquer, c'est plus facile pour un Franco-Québécois de communiquer avec les gens que peut-être un Maghrébin. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a essayé de tester l'effet de certains politiques. Alors, un tiers des participants n'ont reçu aucun message, on ne leur a rien dit. Puis un tiers, on leur a rappelé certaines dispositions de la charte qui interdit à l'employeur de discriminer. C'est-à-dire, au début de l'expérience, on leur dit faites attention de ne pas faire de la discrimination parce que la charte des droits et libertés interdit de discriminer au moment de l'embauche parce que la personne est de telle couleur, ou enceinte, ou handicapée, etc. Et puis pour un tiers des participants, on leur a dit que, vous voyez un peu maintenant comme l'Université de Montréal, les universités, quand ils affichent un poste, c'est toujours écrit à la fin, l'université souscrit ou l'égalité d'emploi. Donc on essaie un peu de dire que votre entreprise est souscrite à ce principe d'égalité à l'emploi et essayer de l'appliquer, etc. Donc on essaie un peu de voir si ça affecte ou n'affecte pas le comportement. Alors, les résultats descriptifs, premièrement, on a 162 personnes qui ont participé à l'expérience, ce qui nous a permis d'avoir 9720 observations, c'est 9720 CV qui ont été examinés par les 162 personnes au premier tour, puis 3888 au second tour. Ce qu'on peut, c'est des choses qu'on n'a pas contrôlées au début, mais qu'on a observées à la fin, c'est que 50% des participants sont nés au Canada. Donc ça nous donne moitié-moitié, nés au Canada et nés à l'étranger, et presque la moitié qui sont des membres de minorités visibles. C'est un peu... ça nous permet de faire des études, et la très grande majorité en diplôme universitaire. Pourquoi c'est important? Parce que, comme on va voir tout à l'heure avec les résultats, c'est qu'on pensait aussi qu'il y a de la discrimination envers les immigrants parce que leurs dossiers, etc., sont traités par des non-immigrants. Et que certains pensent qu'au fur et à mesure que les immigrants occupent une place croissante sur le marché de l'emploi, ça va améliorer l'intégration des immigrants. C'est-à-dire, on pense qu'un immigrant serait plus favorable à l'emploi d'un autre immigrant qu'un non-immigrant. On pense toujours qu'il y a une entraide, il y a un favoritisme qui va s'installer au fur et à mesure qu'on a plus d'immigrants qui s'installent au Québec ou au Canada de façon générale. 70% sont des femmes, donc la gestion des ressources humaines, on sait maintenant que c'est des femmes qui sont très présentes, et donc ça nous conforte. Les 30 ans en moyenne, c'est ça, c'est des étudiants. Il faut dire aussi que beaucoup de nos participants proviennent de l'École de relations industrielles, de l'Université de Montréal. Donc, c'est des gens qui se projettent pour être des recruteurs
dans le futur, des gens qui ont d'expérience, et surtout on a le un quart des participants qui ont déjà une expérience en tant que recruteurs, donc qui ont déjà été dans une situation où ils étaient effectivement à prendre des décisions de recrutement, et les 2 tiers ont suivi un cours, une formation en GRH, ce qui veut dire qu'ils connaissent un peu la question de gestion des ressources humaines, de recrutement, de discrimination. Il y a même 15% qui ont suivi un cours en gestion de la diversité. Alors, on veut savoir un peu ce que le fait d'avoir une expérience de recruteur, d'avoir suivi un cours de GRH et de diversité, est-ce que ça amène à un comportement plus favorable au recrutement des Maghrébins ici, mais des immigrants de façon générale, ou non? Alors maintenant, les résultats. Ce qu'on voit, donc ça c'est selon le poste. Alors, pour le chargé de projet informatique, les recruteurs ont retenu 46% des Franco-Québécois contre seulement 34% des Maghrébins. Pour conseiller ou conseillère en gestion des ressources humaines, c'est 46 versus 33, mais on voit qu'il n'y a pas de différence vraiment au total entre les 2 postes et qu'on favorise beaucoup à cette étape de sélection pour l'entretien d'embauche, on favorise beaucoup les Franco-Québécois par rapport aux Maghrébins. Donc ici, on voit que l'écart est vraiment important et très significatif. Par contre, vous rappelez comment l'expérience est faite. On regarde seulement les CV dans un premier temps, mais par la suite, on obtient aussi le score de performance, et ça va créer une grosse différence par la suite, parce qu'au final, les 2 groupes sont recrutés ou embauchés dans pratiquement des pourcentages similaires. Donc il y a un changement radical dans le comportement de nos participants à la 2e étape, lorsqu'ils apprennent que les Maghrébins sont finalement plus performants, mais ça suppose que c'est le cas. C'est une hypothèse qu'on a faite. Mais là, on voit qu'ils rectifient le tir, et puis là, ils vont embaucher le plus performant. Donc, ils appliquent une discrimination, en quelque sorte, dans une première étape, mais par la suite, lorsqu'ils se rendent compte que le candidat maghrébin est plus performant, ils ne se privent pas du recrutement de ce candidat. Donc, il n'y a pas de, ce qu'on a dit, il n'y a pas de discrimination économique. Donc, on veut quand même quelqu'un qui est très performant. Et les participants, je n'ai pas donné beaucoup de détails, vous allez voir ça dans le texte, c'est que les participants sont rémunérés. Donc, il faut des incitatifs pour les amener à prendre des décisions rationnelles, puis ils sont rémunérés en fonction de la performance des candidats. C'est pourquoi la première étape, il n'y a pas de pénalité. Ils favorisent les Franco-Québécois. Il y a la deuxième étape, lorsqu'ils sont incités à recruter le travailleur le plus performant, là, ils se dirigent plus vers les Maghrébins. Alors, pour les analyses multivariées, pour voir un peu l'impact, est-ce que vous avez reçu un message sur la charte ou sur les principes d'égalité d'emploi de votre organisation, votre formation en GRH, etc. Donc, il fallait faire des analyses multivariées. Et là, on a les participants prennent 2 décisions. La première, sélectionnée pour l'entrevue, et la deuxième, embauchée. Et c'est 2 décisions consécutives avec un billet de sélection parce qu'on embauche seulement parmi ceux qui sont interviewés. Et ça nous amène à adopter un probit bivarié avec billet de sélection. Et on a 4 groupes de variables. Alors, commençons par ce qu'on appelle les variables expérimentales, c'est-à-dire que nous, on a créé nous-mêmes en tant que chercheurs. Alors, premièrement, ce qu'on constate, c'est que les Maghrébins ont plus de chances d'être recrutés en tant que chargés de projet informatique qu'en tant que gestionnaires de ressources humaines. Et on avait constaté la même chose pour les diplômés des études secondaires. Les Maghrébins étaient beaucoup plus favorisés pour tout ce qui est saisie de données, donc être en face à un ordinateur, que par rapport au service à la clientèle, ou être en face des individus, des personnes. C'est un même résultat qui a été obtenu par Paul Haid, qui a fait une étude aussi au Québec, où il a trouvé exactement le fait que lorsqu'il s'agit d'un contact avec d'autres, avec la clientèle ou avec d'autres employés de l'entreprise, on favorise le franco-québécois. Lorsqu'il y a un contact avec des machines, etc., on favorise l'immigrant. Et l'explication principale qui tient à ça, c'est les connaissances linguistiques ou la capacité de communiquer dans la langue d'usage utilisée avec les employés ou avec les clients.
Et je ne sais pas il y a beaucoup d'anecdotes pour les gens qui travaillent dans les services à la clientèle. Et moi, j'en ai connu des Africains, des Maghrébins qui ont travaillé au service à la clientèle, puis les clients étaient très agressifs ou étaient très discriminatoires dans le sens où ils disent qu'ils ne comprennent pas ce qu'on leur dit ou qu'ils n'étaient pas compétents, passe-moi un Québécois, quelque chose comme ça, qui peut m'expliquer mieux, qui me comprend mieux. Donc, on pourrait penser que la question de la langue, où les gens font un lien direct entre l'origine de la personne et sa capacité à communiquer avec les membres de la société ou avec les employés de l'entreprise. Le nombre de concurrents, bien sûr, c'est évident. Plus vous faites face de concurrents franco-québécois, moins vous avez de chances d'être recrutés. Et par conséquent, ça nous ramène à l'idée de dire que les immigrants sont là pour combler des postes que les autres ne prennent pas. Au point, ils sont là, devient plus important lorsqu'il y a une pénurie sur le marché de main-d'œuvre. Ce qui est intéressant aussi de constater, c'est que les messages qu'on a ajoutés n'ont eu aucun impact. Le fait de dire aux gens qu'il y a la charte des droits et libertés ou qu'il y a les principes d'accès à l'égalité en emploi, ça n'a pas vraiment d'importance. Il y a un peu un effet positif, mais légèrement statistiquement négatif au niveau de l'embauche, mais en général, les gens ne sont pas affectés. Donc le fait d'investir dans les messages, dans la sensibilisation, ça ne semble pas apporter beaucoup d'effets sur le comportement des recruteurs. Par contre, ce qui semble jouer le plus pour accéder à l'emploi, c'est la performance à l'entretien d'embauche. Et on voit ici que les recruteurs étaient très influencés, ou significativement influencés, par l'information qu'on leur donne sur la performance, sur les compétences de la personne. Donc, plus les immigrants sont compétents, plus ils sont capables d'aller chercher, d'être embauchés. Mais le problème, il faut qu'ils se rendent à l'entretien d'embauche. Donc, il faut qu'ils se rendent à l'entretien d'embauche, sinon ils n'auront pas cette capacité. Et dans le même sens de la performance, il y a les connaissances linguistiques qui font partie des compétences de la personne. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'on a une étude un peu plus élaborée, plus détaillée. On essaie de comprendre les écarts de taux de sélection, d'embauche entre les franco-québécois et les maghrébins. Et la seule variable qui sort de façon très significative, qui explique la majorité de l'écart, c'est les connaissances linguistiques. Et par conséquent, c'est très important de ne pas négliger ce facteur-là. On veut bien que les immigrants s'intègrent, il faut les amener à acquérir des connaissances linguistiques à un niveau égal à celui des franco-québécois. C'est sûr, on parle de cours de francisation, mais on sait que ce n'est pas évident. C'est pas évident, les cours de francisation pour amener des jeunes ou des immigrants à un niveau de français ou d'anglais assez avancé. Ce n'est pas évident. Et c'est très important pour l'emploi, parce que je ne sais pas s'il y a des professeurs ici, mais on a des étudiants, on a des étudiants à la maîtrise ou doctorat dans le niveau des connaissances linguistiques et on peut le dire moyen, même un peu faible. Mais ce n'est pas compliqué de réussir des études avec des niveaux de connaissances moyennes, mais ce n'est pas évident de réussir un emploi avec des connaissances linguistiques moyennes. Surtout si on occupe des postes où on doit rédiger, on doit communiquer, etc. Ça devient très, très important. Donc, performance, etc. Ce qu'on constate malheureusement, malgré le fait qu'on a 70% des participants qui sont des femmes, ils n'ont pas bien traité les femmes. Donc, ils n'ont pas bien traité les femmes. Et une femme avait beaucoup moins de chances, maghrébine, avait beaucoup moins de chances d'être recrutée qu'un homme. Et ça, encore une fois, c'est toujours est-ce qu'on favorise toujours la personne qui nous ressemble ou non? Et ça, c'est problématique. Maintenant, pour les déterminants des recruteurs ou des participants, bon, l'âge, ça ne joue pas. Ce qui est très important aussi, c'est que les participants qui sont nés à l'étranger ou qui sont membres d'une minorité visible, ou même qui sont d'origine maghrébine, n'ont pas accordé de faveur aux Maghrébins. Donc, ce que je disais tout à l'heure, est-ce que le fait d'avoir des entrepreneurs immigrants, des recruteurs immigrants, ça va favoriser l'embauche des immigrants? La réponse est non, d'après les résultats de cette étude. Ce qui reste important, c'est les compétences techniques liées à l'emploi, la performance à l'entretien d'embauche et surtout les connaissances linguistiques. Est-ce que le fait d'avoir suivi un cours en GRH
ça vous amène à favoriser un groupe par rapport à un autre? La réponse est non. Est-ce que le fait d'avoir suivi un cours en gestion de la diversité, ça n'a pas non plus d'effet très important sur le recrutement des Maghrébins? Donc, en d'autres termes, c'est le Maghrébin lui-même, avec ses propres compétences, qui peut aller chercher un emploi. S'il arrive à traverser la première étape, parce que les gens bloquent au niveau de l'invitation pour un entretien d'embauche. Alors, la conclusion, rapidement, c'est que l'exclusion des Maghrébins se fait surtout au moment de la sélection pour l'entretien d'embauche. Et si on arrive à traverser cette étape, et si l'immigrant est très performant, on a une grande chance que le Maghrébin soit recruté et donc de ne plus avoir ce problème de discrimination. En parlant de Claude Montmarquet était dirigé ma thèse de doctorat. Et quand j'étais sur le marché de l'emploi, bien sûr, il m'a rédigé une lettre de recommandation etc. Et j'ai eu la chance de lire sa lettre après. Et c'est une lettre très courte. Comme d'habitude, Claude était très concis, très précis. Et sa lettre était très courte. Et c'était écrit tel que, c'est un bon candidat, mais je vous demande de lui donner la chance de se présenter devant vous et vous juger par la suite. Donc pour lui, c'était juste donner-lui la chance de venir vous rencontrer, posez-lui toutes les questions que vous voulez, mais juste invitez-le à vous rencontrer et lui, il va se débrouiller. Et c'est exactement ce qu'on est en train de voir ici. Et c'est ça un peu ce que, par rapport au testing, le testing, vous envoyez des CV, vous regardez juste ce qu'on est invité ou non à l'entretien d'embauche. Vous ne savez pas qui ce recruteur qui a examiné votre candidature, et puis vous ne savez pas ce qui va arriver si jamais on vous invite à l'entretien d'embauche. C'est ce qu'on a essayé un peu de vérifier dans cette étude. Alors maintenant, comment aider les Maghrébins à s'intégrer mieux, ou les immigrants de façon générale à s'intégrer mieux? Bon, il y a certaines personnes qui proposent qu'on anonymise les CV, c'est-à-dire on ne met pas de nom. Comme ça, on va au moins les inviter à l'entrevue, et même si vous êtes surpris de voir une personne à laquelle vous ne vous attendez pas, par la suite, mais au moins il aura la chance de s'expliquer, de répondre à vos questions, et peut-être de vous influencer par la suite. Mais nous pensons que l'élément sur lequel il faut jouer le plus, c'est la langue. Donc c'est la langue, et les deux langues en plus, comme on a fait une étude sur des emplois à Montréal, la connaissance du français c'est très important, mais la connaissance de l'anglais est également très importante. Donc il faut que les immigrants soient capables de parler un niveau de français et d'anglais qui est aussi bien que celui de leurs concurrents, sinon ils vont être pénalisés au moment de l'entrevue. Il faut assister les immigrants dans le montage de leur dossier de candidature, parce qu'on sait que l'invitation à l'entretien d'embauche se base sur le CV, et je pense que vous avez déjà eu l'occasion d'examiner des CV, et c'est très variable. Et c'est aussi l'origine de la personne peut avoir un impact sur la façon dont on présente ses qualifications, son profil. Nous pensons aussi que c'est très important de mettre en place des mécanismes d'évaluation qui soient objectifs, d'évaluation des compétences. Comment peut-on juger les compétences des personnes? Est-ce qu'il peut y avoir des tests, des organismes, des universités, ou choses que font passer, un peu comme on le fait avec les médecins, par exemple étrangers, il faut passer des examens, etc. Donc il y a des mécanismes qui permettent de façon objective d'évaluer les compétences des travailleurs et leurs compétences linguistiques aussi, ce qu'on peut penser des façons de faire. Nous pensons aussi que c'est très important d'évaluer l'impact des programmes publics et privés qui consistent à lutter contre la discrimination, favoriser l'emploi de l'embauche de certains groupes, parce que pour l'instant, ça ne semble pas ébranler ou affecter, etc., le comportement des recruteurs. Il y a question aussi d'évaluer les programmes de gestion, donc de formation, que ce soit en gestion des ressources humaines, etc. Parce que l'idée ici, ce n'est pas d'amener les gestionnaires de ressources humaines à favoriser les Maghrébins, mais c'est de favoriser les gens qui sont les plus compétents, s'il le faut. Et bien sûr, il faut sensibiliser tout le monde à l'importance de donner une chance aux immigrants, aux travailleurs de façon générale qui arrivent sur le marché du travail, notamment les femmes. Donc leur donner la chance de montrer ce qu'ils savent faire, un peu comme
comme François l'a suggéré, un trimestre gratuit. Ça peut juste ça permet aux deux côtés, hein, même à l'université, de voir aussi si la personne est capable de poursuivre ses études. Et la personne, est-ce qu'il est intéressé par ça? Et moi, il y a certains moments, j'ai travaillé beaucoup sur l'immigration les 4 dernières années, non, beaucoup moins, mais j'ai reçu beaucoup de messages à certains moments d'immigrants qui étaient tellement découragés qu'ils étaient prêts à commencer au bas de l'échelle et de façon bénévole. Ils ne veulent pas être payés, ils veulent juste commencer dans une entreprise et leur donner la chance de montrer ce qu'ils savent faire et évoluer par la suite dans l'entreprise. Et comme on dit, c'est la première étape. Si on arrive à ouvrir cette première porte, moi je pense qu'on va améliorer les choses. Donc bref, c'est vrai qu'on a besoin des immigrants, c'est vrai qu'on parle de pénurie de main-d'œuvre, mais il y a des détails ici qui font en sorte que l'intégration va rester problématique pour encore un certain moment, encore plus au Québec qu'ailleurs. Bon, voilà, merci beaucoup.